Bonjour ou rebonjour, je sais pas. On est en direct depuis 16 heures. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu la patience de rester jusqu'au bout. Euh, Moi, je suis très fier et très heureux parce que je vois Isabelle en face de moi à travers la technique et les caméras. Et voilà, je pense que c'est la dernière heure et c'est peut-être le moment de lui rendre hommage parce que si toutes les femmes d'aujourd'hui nous écoutent, récupèrent des informations. On le doit à l'énergie d'Isabelle Sarfati, parce que vous imaginez qu'un petit webinaire sur Instagram, ça se fait en 3 clics et 2 boutons. Bah, c'est pas du tout à fait ça. C'est 3 mois de travail, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de relations. Elle a été très présente dans beaucoup de médias. Vous avez pu, j'espère, voir, apprécier. Enfin bref. Donc c'est important. C'est un moment privilégié. Alors d'abord, nous, on est content d'avoir un petit peu de temps pour discuter entre nous. Et puis, on aime bien partager, quand on a le temps de le faire, comme c'est le cas aujourd'hui, toutes ces informations. Quand on est en consultation, on est un peu sous pression parce que on a un rendez-vous toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures. On annonce la maladie, on annonce le cancer. On est là pour accompagner les gens. Donc, c'est vrai que c'est fatigant et que là, du coup, c'est assez plaisant. On a un doux rêve, c'est que la reconstruction mammaire rentre dans la tête des gens en France, et particulièrement des femmes, comme un standard, entre guillemets. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, par exemple, que quand on a une fracture, bah, soit on met des plaques, des vis, soit on met un plâtre. Donc vous allez aux urgences, on a un os cassé, on sait à peu près comment est-ce qu'on va vous le réparer. On voudrait aujourd'hui que les femmes en France connaissent les grandes lignes de la reconstruction, de façon à ce que le jour où elles sont confrontées à la maladie, elles puissent tout de suite demander à leur chirurgien, et alors et moi, ma reconstruction, vous allez faire comment? Et pour que ces femmes puissent poser ces questions, il faut qu'on les renseigne, il faut qu'elles soient informées un peu des différentes méthodes et que cette information soit un peu en amont. Voilà, alors on va peut-être faire un tour de table pour que chacun se présente. On va peut-être commencer par Isabelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis plasticienne, donc je ne suis pas cancérologue, je fais que de la chirurgie plastique et je suis spécialisée en chirurgie du sein, c'est-à-dire que je fais aussi bien les reconstructions, les malformations, les seins tubéreux, les syndromes de Poland, etc., mais aussi la chirurgie esthétique avec les réductions mammaires, les augmentations mammaires et le traitement des ptoses. Et je travaille à l'Institut du sein avec vous trois, puisque là, on a 4 chirurgiens de l'Institut du sein. Manon, peut-être tu peux te présenter. Avec plaisir. Manon Chattard, chirurgienne plasticienne également. Je rejoins tout juste l'équipe de l'Institut du Sein d'ici quelques semaines. Je suis ravie de faire partie de l'équipe et de participer à ce live ce soir. Moi, je suis donc chirurgienne plasticienne, donc pareil, pas cancérologue. J'ai une formation de cancérologie pendant ma formation. J'ai une formation de plastique générale, mais avec l'objectif effectivement de me spécialiser plus dans le sein et dans la reconstruction mammaire en particulier. Et on a Kim de Frémicourt qui va se présenter elle aussi. Bon, donc bonjour, Kim de Frémicourt. Je suis aussi également chirurgien plasticien. J'ai été formée à l'Institut Gustave Roussy, donc avec une double formation où on prend en charge bien sûr les cancers du sein et aussi on fait la partie reconstruction. Donc du coup avec cette aussi double expérience. Pareil, on a la même activité avec le docteur Sarfati et avec Manon. C'est voilà, les malformations mammaires, les reconstructions mammaires après cancer du sein et aussi bien sûr la chirurgie esthétique du sein. Et je travaille à l'Institut du Sein Paris Institute. Je rajoute que Kim de Frémicourt est entre autres spécialisée dans les lambeaux libres, en particulier les DIEP, et qu'il y a 2 personnes qui sont responsables des DIEP à l'Institut du Sein, c'est Kim de Frémicourt et Naïloire. Tout à fait. Merci Isabelle. Voilà. Et donc moi, je suis le docteur Benoît Coutureau. Moi, je suis chirurgien plasticien et cancérologue. Donc, je suis un peu le cancérologue de cette session-là. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire qu'en sortant de l'hôpital Saint-Louis, quand j'étais chef de clinique, j'ai été recruté à l'Institut Curie, où j'ai travaillé, où je continue à travailler depuis plus de 25 ans. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir bien connaître à la fois le traitement du cancer du sein et puis la reconstruction. Mais vous voyez que cet assemblage de ces 4 chirurgiens montre les compétences de chacun, de chacune et de chacun, et que finalement dans la vie on a besoin de tout le monde. On a besoin des cancérologues, des microchirurgiens, et voilà. Donc on va peut-être brosser un petit peu
l'éventail de la reconstruction. Je vais peut-être faire juste une petite introduction sur le cancer, parce que forcément, cette reconstruction intervient après un cancer. Un cancer, qu'est-ce que c'est? En fait, un cancer, c'est une cellule qui, pour des raisons X, a décidé de se multiplier à l'infini. Et c'est ça le problème. Alors, il y a des cellules qui se multiplient à l'infini, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Ce qu'on appelle le cancer in situ. Voilà. Donc, et puis, il y a des cellules qui se multiplient à l'infini, puis de temps en temps, il y en a une qui s'en va voir ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cancers infiltrants, ceux qui peuvent donner des métastases. Donc, on peut avoir l'un ou l'autre. Et beaucoup de femmes, quand elles discutent entre elles, disent « Ah oui, mais je comprends pas, moi j'ai pas eu de chimio, moi j'ai pas eu de rayon. » Ben, parce que tous les cancers du sein ne se ressemblent pas. Voilà. Donc, je vais peut-être poser une première question à Kim sur quelle est pour elle la différence entre une reconstruction mammaire immédiate et une reconstruction à distance, c'est-à-dire une fois que le sein a été enlevé, et quels sont les avantages et les inconvénients de reconstruire un sein tout de suite ou de le reconstruire quelques mois ou quelques années après. Alors, pour ce qu'on appelle la reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire qu'on va faire dans le même temps opératoire la mastectomie, c'est-à-dire qu'on va retirer la glande mammaire et du cancer, ou sinon c'est une mastectomie aussi prophylactique. On va garder l'enveloppe, la peau, c'est-à-dire autour du sein, et on va pouvoir remplacer la glande mammaire par un volume. Et ce volume, ça peut être soit une prothèse, soit un lambeau, voilà. Ces chirurgies-là permettent d'avoir voilà, le meilleur résultat esthétique, le plus naturel, parce qu'on va garder l'enveloppe cutanée, on a cette peau avec laquelle on peut travailler. En reconstruction mammaire différée, donc ça c'est une fois que la mastectomie est faite, il y a des traitements et tout ça, on attend quelques mois, voire même quelques années, hein, ça se peut se faire vraiment à tout moment, et dans un second temps, on va retourner au bloc opératoire et reconstruire le sein. Par contre, on n'aura pas cette enveloppe cutanée, du coup, parce que la patiente est à plat, et on va devoir apporter de la peau, donc soit en faisant ce qu'on appelle du surplace, c'est-à-dire qu'on va tirer un peu la peau au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, pour pouvoir avoir assez voilà, d'espace pour pouvoir glisser soit une prothèse soit un lambeau. Soit on va apporter d'une peau neuve, donc là il va falloir faire appel au lambeau libre ou au grand dorsal pour pouvoir apporter assez de volume. Les avantages en construction mammaire immédiate, c'est que la patiente ne se retrouve jamais à plat. Donc ça, c'est super pour son mental, pour la suite des événements. Ce qu'il faut prévenir aussi quand même la patiente, c'est que même en cas de reconstruction mammaire immédiate, son sein, ça sera jamais le même. Et ça, c'est aussi assez difficile parce que on dit reconstruction mammaire immédiate, on va reconstruire tout de suite. Mais en fait, il faut que la patiente fasse quand même le deuil de son sein d'avant et qu'elle puisse adopter son nouveau sein. Donc ça, c'est aussi un travail psychologique à faire et d'accompagnement. Vas-y, Isabelle. Oui, je voudrais tempérer un peu ton pessimisme pour dire que pour certaines femmes, de préférence celles qui avaient des seins assez moches avant, la reconstruction mammaire peut être, dans certains cas, mieux que le sein natif. Bien sûr. Mais ça fait, c'est comme en reconstruction, en chirurgie esthétique, on passe sur une nouvelle étape, une nouvelle prise en charge de son corps quand même. C'est pas une reconstruction à 100% comme l'autre côté ou comme le sein d'avant. Ça fait partie du processus de deuil, en fait. On sait qu'un deuil, c'est au début, on ne croit pas que c'est possible. Ensuite, on a une profonde tristesse. Et pour surmonter le deuil, il faut forcément trouver une situation positive. Dans le deuil d'un sein, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on est sidéré à l'idée d'avoir un cancer, une tristesse épouvantable de subir toute cette mutilation et tout ça. Mais il y a un moment où il faut trouver un élément un peu positif. Et c'est ce que dit le docteur Sarfati. Peut-être que Madame Sarfati pourrait nous parler de son expérience et nous expliquer ce que c'est que le lipofilling, peut-être particulièrement en reconstruction secondaire. On parlera peut-être du lipofilling après dans les améliorations, mais le lipofilling dans les reconstructions une fois qu'on a enlevé le sein. Alors, le lipofilling, c'est un transfert de graisse. La graisse est prélevée par liposuction, comme pour une liposuction esthétique, mais au lieu de jeter cette graisse, on va l'utiliser. Il y a trois utilisations du lipofilling. La première utilisation du lipofilling, celle qui est la plus pratiquée, c'est le lipofilling pour resculpter le sein. Dans toutes les techniques de reconstruction, mais particulièrement dans une reconstruction par prothèse, la prothèse, elle est là, elle est en monobloc, mais on aimerait resculpter par-dessus pour estomper ses contours, pour modifier la forme, pour lisser la peau, etc. Ça, c'est
l'utilisation la plus commune du lipofilling et elle est fondamentale. C'est elle qui a métamorphosé nos résultats de reconstruction mammaire. La deuxième utilisation du lipofilling, c'est pour une minorité de patientes, ce qu'on appelle les reconstructions en lipofilling exclusif. C'est-à-dire qu'on va utiliser le lipofilling pour en faire l'intégralité du sein. Il y a deux choses à savoir sur cette technique. Premièrement, qu'elle ne peut pas se faire en un seul temps parce que la quantité de graisse qui est capable d'être absorbée par un endroit est limitée, parce que chaque cellule doit être revascularisée dans les heures qui suivent par des cellules à côté qui la transfèrent en sang et donc en énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a deux façons de faire ces lipofillings exclusifs. C'est soit quand on part de zéro en reconstruction secondaire en augmentant, soit en remplacement d'une prothèse. C'est là que le lipofilling exclusif, quand on sait par exemple qu'une patiente en reconstruction immédiate souhaite une reconstruction en lipofilling exclusif, ce qu'on fait, c'est qu'on met une prothèse ou un expandeur sous la peau en reconstruction immédiate, et puis qu'ensuite, quand on a mis un expandeur, ce que nous on fait assez régulièrement, on va utiliser chaque séance de lipofilling pour dégonfler un peu l'expandeur. Donc au début, on a un sein 100% expandeur, puis après une session, on a un sein avec 80% expandeur ou prothèse, 20% lipofilling, et ensuite, on va décrescendo en prothèse pour à la fin complètement retirer la prothèse. L'avantage de cette technique de reconstruction immédiate, c'est qu'on ne reste jamais à plat et qu'on peut étaler les lipofillings dans le temps puisque le résultat est en permanence sur le volume qu'on veut avoir. Et la troisième utilisation des lipofillings, c'est le lipofilling à utiliser en reconstruction secondaire, donc sur un thorax à plat, quand les téguments sont trop fins pour permettre dans de bonnes conditions une reconstruction par prothèse. On va faire 1 ou 2 temps de lipofilling pour commencer, pour arriver à passer de 2-3 mm de peau à 1 cm de peau et de graisse. Et à ce moment-là, on se remet dans des conditions utilisables où on peut utiliser une prothèse pour faire une reconstruction par prothèse, alors que les téguments ne s'y prêtaient pas avant. Merci Isabelle. Oui, c'est très clair. Vous êtes en train de bien comprendre que le lipofilling a pris ces dernières années une place extraordinaire. C'est une technique qui est assez récente parce qu'elle a 15-20 ans. Au début, on injectait de la graisse dans les visages. Ça ne nous posait pas trop de difficultés. Et puis petit à petit, on s'est dit on pourrait peut-être injecter la graisse dans les seins. Et là, on s'est dit attention, si on injecte de la graisse dans un sein, il ne faut pas que les mammographies, qui sont les radios des seins qu'on vous fait, soient perturbées. De temps en temps, ça peut faire des petites calcifications. Il ne faudrait pas que ça masque la maladie. Il ne faudrait pas non plus que ça déclenche le cancer. On a eu la chance de faire une très belle étude à l'Institut Curie sur 50 000 femmes qu'on a pu étudier dans les bases de la sécurité sociale pour voir si le lipofilling qui avait été fait pouvait interférer ou non sur le cancer. Aujourd'hui, on peut répondre très clairement, non, il n'y a pas de souci. On peut faire du lipofilling et ça ne modifie pas l'histoire naturelle du cancer. Alors, je vais continuer un peu mon rôle de monsieur cancer. Il y a des maladies qui nécessitent d'enlever de la peau et malheureusement, on ne peut pas garder toute l'enveloppe de la peau du sein et de la relève du mamelon. Oui, vas-y, Kim. J'en profite avant que tu changes de sujet, parce qu'on a deux questions au niveau de Instagram. Il y a une question. Je souhaiterais savoir jusqu'à quel bonnet allez-vous en lipofilling exclusif? Et l'autre, comment se déroule le lipofilling? Je pense que on peut y répondre maintenant, si vous voulez. Très bien. Peut-être Manon va nous répondre. Avec plaisir. Alors effectivement, le bonnet qu'on va pouvoir obtenir avec le lipofilling, il va de toute façon jamais être très élevé. C'est vrai que c'est pas chez une patiente qui a un très gros volume mammaire et qui va vouloir souhaiter garder un très gros volume mammaire qu'on va proposer en première intention un lipofilling. Toutefois, chez certaines patientes, même avec 2-3 séances, on arrive à avoir des très bons résultats parce qu'on a des patientes qui gardent bien justement ce lipofilling, cette graisse. Alors souvent, il faut savoir que la première injection va permettre d'améliorer de la peau
absolument, mais on va avoir une très grosse résorption de graisse après la première séance. Il faut bien prévenir les patientes qu'elles ne soient pas inquiètes, qu'elles ne soient pas déçues non plus. Souvent, cette deuxième séance va justement permettre d'augmenter le volume avec une résorption beaucoup moins importante de la graisse. Et c'est là qu'on va commencer à avoir vraiment la reconstruction et le volume et la forme du sein. Et on peut réussir à obtenir des bonnets, on peut aller jusqu'à un bonnet C, un petit D, sur des lipofillings avec des bons volumes, une patiente qui garde bien cette graisse. Il faut savoir que la graisse, elle va globalement évoluer dans les 2 mois qui suivent l'injection de lipofilling. Donc, on va se laisser 2-3 mois avant d'envisager une nouvelle séance de lipofilling. Et j'ai oublié ta deuxième question, Kim. Comment se passe l'intervention, les cicatrices, est-ce qu'il y a des incisions, des choses comme ça? C'est l'avantage justement du lipofilling, c'est que chez les patients qui ont une mastectomie totale, on a de toute façon déjà des cicatrices. Alors le lipofilling va permettre d'améliorer quand même l'aspect de ces cicatrices, de diminuer les rétractions, d'améliorer l'aspect de la peau au niveau du thorax. Mais le lipofilling en général, son avantage c'est justement de ne pas créer de cicatrices supplémentaires. Comme disait Isabelle, ça se passe finalement comme une liposuction classique, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites incisions qu'on va essayer de camoufler le plus possible. Alors, c'est des incisions qui sont de quelques millimètres, qu'on va camoufler dans les sous-vêtements le plus souvent, la face interne de la cuisse, par exemple, dans les zones où on va trouver la graisse. Cette réinjection de graisse, ensuite, elle va se faire par des petites incisions autour du sein. Alors, on va essayer au maximum que ces incisions, elles soient également cachées dans le soutien-gorge et elles sont aussi toutes petites. Donc, c'est l'avantage, c'est que c'est pas une chirurgie qui va induire des cicatrices. Et puis qui va faire qui va avoir très peu d'impact sur les zones où on prélève la graisse, puisque c'est finalement l'équivalent d'une liposuction. Cette graisse, au lieu de la jeter comme on peut le faire avec une lipoaspiration classique, on va la garder. On va soit la faire décanter, la filtrer, la laver ou la faire centrifuger selon les équipes. Nous, à l'Institut du Sein, habituellement, on la centrifuge pas, on la laisse décanter. On va récupérer cette graisse qui nous intéresse et la réinjecter au niveau du sein dans différents plans via une petite canule de réinjection, ce qui va nous permettre d'obtenir un volume. On s'arrête quand on voit que la peau elle commence justement à être suffisamment saturée en graisse et puis c'est après les semaines, les mois qui vont suivre qui vont nous permettre de voir le résultat définitif. Il n'y a pas de consigne particulière suite à cette intervention. On évite le port de vêtements trop compressifs pour éviter d'avoir une trop grosse involution de graisse. Et puis finalement, la zone qui est un peu la plus douloureuse après ce type d'intervention, c'est finalement la zone de lipoaspiration. Donc on conseille de bien apporter des vêtements de contention pour aider à résorber l'œdème. Et puis c'est comme des grosses courbatures pendant quelques jours, le temps que l'œdème disparaisse. Alors, on va reprendre un petit peu le fil pour essayer d'expliquer, de rentrer un petit peu dans les détails. Donc là, on va d'abord faire un premier tour de table sur ce qu'on appelle la reconstruction mammaire immédiate et un cas de figure qui se présente quand même le plus souvent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir garder l'étui cutané, donc l'enveloppe. Et donc, vous êtes en train de comprendre que ce qu'il faut reconstruire, c'est le volume. Donc, le plus simple, c'est la prothèse. Et je demanderai bien à Isabelle qu'elle nous fasse un petit résumé synthétique sur les prothèses qu'on a connues et celles qu'on utilise aujourd'hui. Alors, il y a eu, pour comprendre l'histoire des prothèses, on va remonter dans les années 50. Dans les années 50, je crois que c'était Dow Corning aux États-Unis qui a dû sortir parmi les premières prothèses. Et on a commencé à augmenter les seins avec des prothèses. On a maintenant plus de 70 ans de recul sur les prothèses mammaires, suffisamment pour dire que ça ne provoque pas de cancer du sein et ça ne gêne pas le dépistage du cancer du sein. Parce que la prothèse, elle n'est pas dans le sein, elle est en arrière. La deuxième chose, c'est l'évolution du matériau de remplissage des prothèses mammaires. Les premières prothèses, je crois qu'elles étaient en gel de silicone. Je passe des anecdotes de départ où il y a eu des matériaux loufoques pour essayer de faire ces prothèses. Mais les premières prothèses, elles étaient en gel de silicone. C'est un gel de silicone qui a beaucoup évolué puisqu'il était beaucoup moins purifié que maintenant. Et surtout, les enveloppes des prothèses laissaient perspirer le silicone. C'est-à-dire que quand on tenait la prothèse dans les mains et qu'on la malaxait pendant un moment, on sentait un peu que l'enveloppe, elle n'était pas parfaitement étanche. Et elles étaient aussi beaucoup moins solides que maintenant. Il y a eu une période avec des prothèses en sérum physiologique. Il faut comprendre qu'il y a eu 3 scandales, entre guillemets, sur les prothèses mammaires. Le premier, c'était dans les années, fin des années 90, autour des années 2000, où
la FDA, c'est-à-dire la société américaine, la Food and Drug Administration, a statué sur les prothèses, les implantables, n'importe quelle prothèse, que ce soit les valves cardiaques ou les prothèses mammaires. Avant, il y avait un statut sur les médicaments, mais il n'y avait pas de réglementation sur les prothèses. À ce moment-là, il y a eu un truc complètement délirant. Il s'est créé l'association des survivants du silicone, un truc à l'américaine, il y a eu des procès sur les prothèses en silicone de femmes qui pensaient qu'elles avaient une maladie auto-immune à cause des prothèses mammaires en gel de silicone. Elles ont été interdites pendant un moment, et puis il y a eu une étude qui a été faite dans le monde entier qui a montré que le taux de maladie auto-immune était le même chez les patientes qui n'avaient pas de prothèse, qui avaient des prothèses en silicone ou qui avaient des prothèses en sérum physiologique. Donc les prothèses en silicone sont revenues sur la scène alors qu'elles avaient été interdites pendant un moment. Donc en gros, l'histoire des prothèses, ça a bougé comme ça. Entre-temps, les laboratoires ont fait des gammes de prothèses de plus en plus sur mesure. Là aussi, il y a eu une innovation importante. C'est-à-dire que pour un même volume de prothèses, on a en gros, sur chaque gamme, dans chaque marque, à peu près 9 prothèses différentes. C'est-à-dire qu'on peut demander, quand on choisit une prothèse à poser, on voit quelle largeur on veut et quelle projection on veut, quand c'est des prothèses rondes. Il y a aussi eu la création de prothèses dites anatomiques, qui sont une innovation qui ont beaucoup servi dans les reconstructions mammaires, c'est-à-dire que non seulement la largeur et la hauteur sont dissociées dans nos choix, qui fait qu'on fait quasiment du sur-mesure, mais en plus la prothèse n'a pas exactement la même forme, puisque les prothèses rondes, c'est des prothèses qui sont comme ça, tandis que les prothèses anatomiques, si je veux la mimer, elle est plus plate sur le dessus, de manière à ne pas trop bomber en haut, et plus bombée en dessous. Donc quand un sein est entièrement reconstruit par une prothèse, les prothèses anatomiques donnent des résultats qui, je trouve, moi, ressemblent plus à un sein normal. Parfait, oui, c'est très clair. On sent bien que le marché s'est bien recentré et qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir vis-à-vis des prothèses. Donc là, on était dans un cas de figure où on avait gardé l'étui, l'enveloppe de peau, on a mis une prothèse, on peut mettre une petite prothèse de l'autre côté et tout ça, mais on n'est pas obligé d'utiliser la prothèse et on a parfois d'autres alternatives. Et là, je vais interroger d'abord Kim sur le côté un peu microchirurgie. Je voudrais que tu nous expliques un peu en détail ce que c'est qu'une intervention microchirurgicale et quels sont les endroits qu'on peut utiliser pour refaire le sein. Et après, je demanderai à Manon peut-être de nous parler du lambeau dorsal dont on avait beaucoup entendu parler il y a longtemps et qu'on a l'impression qu'il s'est un peu retiré du panorama de la reconstruction. Donc Kim, explique-nous en détail et imagine toi-même que je n'y connais rien à la microchirurgie, donc je veux tout comprendre ce que tu dis. D'accord, merci Lona. Donc en lambeau, donc c'est une reconstruction ce qu'on appelle autologue, c'est-à-dire avec ses propres tissus, il n'y a pas de prothèse, il n'y a pas de corps étranger. Et dans les lambeaux, il y a deux catégories, il y a les lambeaux libres et les lambeaux pédiculés. Donc les lambeaux libres, en fait, on va prendre une partie du corps, on va en parler tout à l'heure, et en fait, on va venir déplacer en fait ces tissus au niveau de la zone à reconstruire. On va venir déconnecter les vaisseaux et on va venir les reconnecter au niveau de la peau, au niveau du thorax. Cette reconnexion donc avec artères et veines, donc c'est des vaisseaux qui sont assez petits, qui font quelques millimètres, et ça se fait par microchirurgie, c'est-à-dire qu'avec voilà des loupes microchirurgicales ou avec un microscope, on va venir faire des petits points tout autour de l'artère et de la veine pour revasculariser cette zone. Au niveau des zones donneuses, donc là, on va pouvoir prendre ces lambeaux libres. Donc c'est le plus connu, c'est le DIEP, c'est le Deep Inferior Epigastric Perforator. C'est ce qu'on va prendre au niveau du ventre, donc toute la peau et la graisse sous le nombril va servir à reconstruire le sein. Donc c'est des incisions comme une plastie abdominale en chirurgie esthétique. On va venir prendre cette peau-là et reconstruire le sein. C'est la technique la plus connue parce que finalement, voilà, on a un ventre plat et un sein qui va être reconstruit de manière très très naturelle avec un bon volume si on a une morphologie qui est adaptée. Sans trop de séquelles aussi au niveau des zones donneuses. L'autre lambeau qu'on peut prendre aussi, c'est au niveau de la face interne de cuisse. Donc, ça s'appelle le graphilis ou le PAP. Pareil, c'est la peau qu'on va prendre au niveau de la face interne de cuisse. Donc, imaginez-vous quand même que cette peau-là va être un peu moindre quand même que la peau qu'on va prendre au niveau du ventre.
C'est surtout proposé aux patientes qui n'ont pas assez de tissu au niveau du ventre et on va vouloir prendre au niveau de la face interne des cuisses. Donc le volume à reconstruire sera quand même plus petit que la peau au niveau du ventre. Euh, L'autre chose très importante qu'il faut savoir en microchirurgie, donc en lambeau libre, c'est quand même qu'on a un risque d'échec lié à cette technique. Et cet échec-là, il va être surtout au niveau de la zone d'anastomose, donc au niveau de la zone de connexion entre les vaisseaux. Parfois, il y a un caillot qui va se mettre et ça va empêcher cette revascularisation de la greffe. Dans ces cas-là, on est obligé de repartir d'urgence, essayer de reconnecter, refaire cette anastomose. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible voilà, de soulever le lambeau et on est obligé de retirer le lambeau et de remettre quelque chose d'autre à la place. Donc, il faut vraiment informer les patientes que c'est une chirurgie, quand ça marche, c'est super parce que vous avez une chirurgie, une reconstruction qui va être pérenne dans le temps, qui va être chaude, qui va être souple, avec beaucoup de peau, voilà, quelque chose de très, très naturel. Mais on a quand même ce risque d'échec que les patients doivent être prêts à prendre. Voilà. Au niveau de la récupération aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cette récupération post-opératoire va être un peu plus longue que les techniques classiques avec des prothèses ou des lipofillings. On est sur environ 45 jours d'arrêt de travail avec des soins post-opératoires d'environ 15 jours à 3 semaines. Voilà. Parfait, c'est très clair. Peut-être tu pourrais nous donner un pourcentage de complications, de perte de ce lambeau? Alors, c'est très variable. Ça dépend grandement de l'expérience du chirurgien aussi. Dans les études classiques, on est environ 15 à 30%, ça dépend bien sûr des études. Mais on peut vraiment baisser ce taux-là à inférieur à 1% sur des équipes très, très entraînées qui ont l'habitude de faire ce genre de chirurgie. D'accord, donc on comprend que c'est une très bonne opération, une bonne indication. Et ce que vous allez découvrir à travers tout ça, c'est qu'il n'y a pas une seule technique, mais plein de méthodes et qu'il faut choisir et adapter la méthode en fonction de la morphologie et des envies. Donc on est toujours dans le cadre de la discussion de on m'a enlevé mon sein, on le reconstruit en même temps, j'ai toute la peau du sein. Et je voulais que tu nous parles un peu maintenant du lambeau dorsal qui tenait la corde il y a 10-15 ans, mais là aujourd'hui on n'en fait presque plus. Alors raconte-nous et dis-nous ce qu'il en est. Bah, alors oui, effectivement, le lambeau de grand dorsal, c'est un lambeau, c'est un très vieux lambeau, hein. C'est un lambeau qui a été, qui a été décrit dans les années 1870, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un vieux lambeau qui fonctionne très bien, qui est solide, qui est sûr. Donc on a beaucoup utilisé en reconstruction. Donc pour vous décrire ce que c'est que le lambeau de grand dorsal, si vous ne savez pas ce que c'est un lambeau qui, au contraire des lambeaux libres, comme l'a expliqué Tim, qui sont des lambeaux qu'on va prendre ailleurs et pour lesquels il va falloir faire des anastomoses chirurgicales. Là, c'est un lambeau local, donc on va prélever au niveau du dos et qu'on va venir transférer au niveau de la peau du thorax. Ce lambeau, il va être constitué d'une partie du muscle, donc c'est le muscle grand dorsal qui est un très grand muscle qui est situé au niveau du dos, qui a une fonction, par exemple, quand on va utiliser des béquilles, quand on va faire du crawl, quand on va faire de l'escalade, mais qui a la chance d'être suppléé par d'autres muscles qui nous permet de prélever ce muscle sans avoir d'impact sur la fonction. Alors bien sûr, hein, si on est chez des très grands sportifs, c'est pas forcément la fonction vers laquelle on va aller, mais l'avantage de ce lambeau, qui est donc basé sur un muscle, c'est que c'est un lambeau qui est très sûr, très vite, très fiable et qu'on a beaucoup utilisé effectivement il y a une vingtaine d'années dans la reconstruction mammaire. Alors soit seul parce qu'il permet déjà d'apporter beaucoup de tissu avec le muscle et la peau prélevée au niveau du dos, mais également il était utilisé en association avec la peau d'un implant, d'une prothèse mammaire. L'avantage qu'il avait, c'était sur les patients qui avaient une mastectomie totale avec un retrait de l'étui cutané. Il permet d'apporter justement de la peau pour couvrir cet implant et éviter d'avoir des risques de perte de l'implant, de complications, de moins voir les reliefs de l'implant et donc d'avoir une reconstruction de meilleure qualité. C'est un lambeau qui, même s'il est moins utilisé maintenant parce qu'il y a plein d'autres techniques qui ont été décrites, le lipofilling, les lambeaux libres, qui permettent d'avoir de très bons résultats, qui reste quand même une solution chirurgicale qui est très utilisée, qui n'est pas une mauvaise solution chirurgicale. Il y a certaines patientes pour lesquelles ça sera d'ailleurs la première solution qu'on leur proposera parce qu'on a un excès cutané au niveau du dos, parce qu'on n'a pas forcément d'autres solutions à leur proposer, qui permet de suffisamment de tissu. Donc voilà, c'est effectivement un lambeau qui est peut-être moins proposé aujourd'hui, mais qui reste une solution qu'il ne faut pas laisser de côté et qui permet d'avoir des bons résultats avec peu de risques de complications. Parfait, c'est très clair. Donc là, on a fait un premier petit panorama sur les différentes méthodes de reconstruction. Donc on vous a parlé du lipofilling qui est la réinjection de graisse. On a eu un bel historique sur les prothèses, on se rend bien compte de ce que ça peut représenter. Et puis ce transfert de tissu qui vous appartient, qui soit rattaché, ce qu'on appelle l'embout pédiculé
ou un lambeau à distance microchirurgicale. Ça, c'était dans le cadre d'une reconstruction immédiate avec conservation de la peau et on n'avait que le volume à reconstruire. Quand on a enlevé le sein et quand on a enlevé de la peau, qu'on a été obligé de faire des traitements, cette reconstruction parfois intervient avec un peu de recul. Et donc là, vous êtes en train de comprendre que les choses sont un petit peu plus complexes. Le résultat est parfois esthétiquement un petit peu moins bon que quand on a pu faire la reconstruction immédiate, mais les techniques qu'on va utiliser vont être globalement les mêmes. On va pouvoir faire un peu de lipofilling pour préparer la peau, comme vous avez expliqué Isabelle Sarfati, suffisamment pour pouvoir mettre une prothèse alors que ça n'aura pas été possible, ou alors il faut apporter de la peau, et quand il faut apporter de la peau, vous venez de comprendre qu'il y avait différentes techniques. On va complexifier un petit peu le débat pour que vous compreniez bien, et je vais poser la question à Isabelle Sarfati. C'est-à-dire que la complexité de la reconstruction va dépendre de la morphologie du sein que vous avez. Et je vais prendre un premier exemple assez simple qui est celui de la génétique. Vous avez aujourd'hui, on a découvert des mutations génétiques qu'on appelle BRCA1, BRCA2, elles ont des noms et tout ça, et elles exposent les femmes à une augmentation du risque de cancer. Et donc, on fait ce qu'on appelle une chirurgie de réduction de risque, c'est-à-dire qu'on va alors enlever les seins, on va les reconstruire en même temps. Alors, ma question, Isabelle, c'est, voilà, alors, si on a des seins pas trop gros, on a l'impression que toutes ces méthodes-là sont assez facilement appréhendables, mais j'ai une poitrine assez forte, où j'ai des seins qui tombent beaucoup, et je voudrais me faire retirer mes seins préventivement. Comment est-ce qu'à l'Institut du sein, vous appréhendez cette stratégie? Alors, c'est une très bonne question. On est dans un cas très particulier en mastectomie, ce qu'on appelle les mastectomies prophylactiques, c'est-à-dire les mastectomies de réduction de risque. C'est qu'il n'y a pas de cancer, donc on n'a pas la pression du temps. Or, le danger en mastectomie prophylactique, c'est d'avoir un problème de nécrose cutanée. C'est la chose qu'on veut éviter parce que c'est la chose qui ne nous permet pas d'avoir des résultats, d'avoir d'excellents résultats. Donc, on fait une chirurgie de réduction du risque de la chirurgie de réduction du risque. Donc, on va faire une première intervention qui va être une chirurgie de réduction mammaire. Donc, on va mettre le sein à la future forme et au futur volume du sein qui sera à reconstruire après. Je prends une patiente, par exemple, qui a un bonnet E. C'est une hypertrophie mammaire. On ne va pas pouvoir faire une chirurgie prophylactique avec une reconstruction dans de bonnes conditions. On va d'abord lui faire une plastie mammaire de réduction pour l'amener à un bonnet C ou D en fonction de son choix. Pendant cette chirurgie, on va enlever une partie de la glande mammaire, mais on va laisser sous la peau une bonne épaisseur de glande pour être sûr de ne pas dévasculariser la peau. On va mettre une plus petite prothèse que la prothèse qui sera mise dans un deuxième temps pour déjà préparer la loge de la prothèse. Et on va faire en plus un lipofilling entre la peau et la glande mammaire de manière à éloigner la glande mammaire de la peau. Et en fait, ça va être l'intervention la plus lourde entre ça et la mastectomie prophylactique. On va attendre environ 6 mois, ça peut être un peu plus, et 6 mois après, on va faire le complément de mastectomie, donc retirer l'intégralité de la glande mammaire, et on va changer le petit implant qu'on avait mis contre un implant plus gros pour faire l'intégralité du volume du sein. Mais c'est une chirurgie qui aura été préparée précédemment et qui va réduire le risque considérablement, le risque de nécrose cutanée lors d'une mastectomie prophylactique, qui est la chose qu'on veut éviter. Ce qu'on veut faire dans le premier temps d'une mastectomie prophylactique avec reconstruction, c'est ne pas prendre de risques, c'est de ne pas avoir de problème cutané. On pourra toujours, dans un deuxième temps, arranger les choses si on n'a pas eu de nécrose cutanée. Bon, c'est très clair. Effectivement, dans la chirurgie prophylactique chez une femme qui a une mutation génétique et qui n'a pas de cancer, on a le temps de revoir les patientes, on a le temps de leur expliquer les différentes méthodes, de choisir ensemble et de préparer les seins pour pouvoir arriver à un joli résultat. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vais faire une petite parenthèse, je vais peut-être interroger Kim sur le deuil de la reconstruction mammaire immédiate, sur le deuil quand on passe avec une reconstruction secondaire, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire sur le sein qui est à côté, qui n'est pas malade, et quelles sont les techniques qu'on a à notre disposition pour que les deux se ressemblent le plus.
Alors, au niveau du sein contralatéral, donc du sein qui est sain, ça dépend aussi de ce qu'on a pu reconstruire de l'autre côté. Donc, généralement, le sein reconstruit, ça va être un sein qui va pas évoluer de la même façon qu'un sein naturel, surtout quand il y a eu des traitements ou une prothèse mise en place. Le sein va rester ce qu'on appelle un peu figé dans le temps, c'est-à-dire qu'il voilà, il va pas toser avec le temps, il va toujours rester un petit peu voilà en haut. Par contre, l'autre côté, avec le temps, avec les années qui passent, hein, forcément, avec la gravité, avec le temps, voilà, le sein aura tendance à toser légèrement. Pour corriger cela, on s'inspire bien sûr des méthodes de chirurgie esthétique. Donc, on peut remonter le sein comme une cure de ptose ou une réduction mammaire pour remonter voilà, l'étui cutané, le regalver. Ou parfois aussi, on peut donner la même texture que le sein contralatéral quand il y a une prothèse, donc symétriser le volume par une prothèse contralatérale. Donc, on va pouvoir glisser soit une prothèse seule, soit faire ce qu'on appelle une plastiprothèse, donc remonter le sein, enlever un peu de peau, tout en mettant une prothèse à cet endroit-là. Euh, et aussi, ce qu'il faut rappeler aussi, tu parlais de deuil du sein, c'est que le sein reconstruit, quelle que soit la technique, il sera toujours un petit peu insensible aussi avec le temps, donc le toucher sera pas la même des deux côtés. Est-ce que cette sensibilité, elle peut revenir ou c'est le plus souvent définitif? Ah, elle revient partiellement, surtout en périphérie. Chez certaines patientes, parfois il y a des petites sensations vraiment au bout, mais je préfère dire à la patiente que le sein sera toujours un petit peu insensible. Ça revient autour parce que les nerfs repoussent, mais de là à repousser en totalité, non. Et une femme à qui on garde l'aréole et le mamelon et toute la peau du sein, et si on met une prothèse, est-ce qu'elle va retrouver un peu de sensibilité de son aréole et de son mamelon? Malheureusement non, parce que les nerfs, bah, ils vont pas faire de la cicatrisation totale nerveuse hein, jusqu'au bout en fait. Donc ça s'arrête souvent à mi-chemin, la Oui, plupart du temps. c'est vrai que malheureusement, on a une perte de sensibilité qui est importante. Manon, quelle est la technique qui pour toi est la plus accomplie, qui donne les meilleurs résultats, et quelles seraient des perspectives d'avenir de progrès dans la reconstruction? Ah oui, c'est une grande question, ça. Ben, oui, c'est pour essayer de mettre en lumière auprès des femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on a expliqué un peu ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait faire. On voit qu'on arrive à mélanger les techniques à la fois d'esthétique, des choses très compliquées pour suturer les vaisseaux. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient arriver, qui sont à l'étude ou autres, qui nous laissent espérer qu'on puisse avoir des choses nouvelles? En termes de reconstruction, Oui, oui. alors oui, effectivement, de toute façon, il y a toujours des choses qui sont recherchées. Alors déjà sur l'amélioration de l'aspect des prothèses, et déjà il y a eu beaucoup d'améliorations hein, sur la souplesse des prothèses, sur les gels et la cohésion des gels, sur leur enveloppe. Donc effectivement, sur les reconstructions prothétiques, je pense on va aller que vers du mieux. Il y a beaucoup d'équipes aussi qui ont proposé l'utilisation de matrices autour de ces prothèses pour améliorer les résultats, améliorer la souplesse, les reliefs de la prothèse afin d'avoir un résultat le plus esthétique possible. Après, je pense que la meilleure reconstruction, en tout cas à l'heure actuelle, je pense pas qu'on puisse donner une technique de reconstruction en réponse à cette question. Je pense que la meilleure reconstruction, c'est celle qui correspond à la patiente, à ce qu'elle souhaite, à son sein contralatéral, à la symétrie qu'elle cherche à avoir. Après, voilà, la plupart des patientes sont informées, on l'espère, sur la reconstruction. Malheureusement, pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de patientes qui restent non reconstruites parce que justement, il y a un manque d'information. Et je pense que justement, l'objectif de ce type d'événement, c'est que les patientes soient le plus informées possible, qu'elles connaissent tous les types de reconstruction qui existent, afin qu'on puisse leur proposer celle qui leur correspond le mieux. Et Isabelle, moi, si j'étais une patiente et que je te pose la question, quelle est la durée de vie de la prothèse que vous m'avez mise? Qu'est-ce qu'on leur répond et quelles sont les recommandations aujourd'hui en France? Alors, il n'y a pas de date de péremption, c'est pas un yaourt. Donc, quand on a une prothèse mammaire, il n'y a que deux raisons pour changer une prothèse. La première, elle est esthétique. Dégradation du résultat esthétique ou mauvais résultat esthétique. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un plasticien pour juger de votre reconstruction mammaire. C'est vous devant le miroir, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Et si ça vous convient, c'est parfait. Et la deuxième raison, elle est la rupture de l'implant. Et ça, c'est diagnostiqué
par l'échographie et par les IRM. On ne voit pas ça aux mammographies. Donc, la surveillance de l'implant, de toute façon, il n'y a pas de surveillance spécifique à faire parce que toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein sont en général surveillées avec un certain rythme. Et au cours de cet examen, il y aura forcément soit une échographie, soit une IRM qui vous donnera l'état de l'implant. Si vous sortez de l'examen radiologique avec un plan intact et que le résultat vous convient devant le miroir, vous n'avez pas besoin d'aller consulter un plasticien. D'accord, ça c'est très clair. Kim, à ton avis, est-ce que, parce que les patientes nous posent la question, est-ce que la reconstruction mammaire interfère sur la maladie et le cancer en soi? Est-ce qu'il y a des risques à faire une reconstruction? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a des restrictions de ce côté-là? Alors pour ce qui est, parce que je vois une question sur la reconstruction mammaire immédiate et le Oui, cancer, hein, donc la plupart du temps, on va pouvoir quand même faire une reconstruction mammaire immédiate, mais il y a certains cas où ça va pas être possible ou trop risqué. Donc quand c'est pas possible, c'est quand il y a un cancer inflammatoire avec un envahissement de la peau. Là, on va pas regarder l'enveloppe cutaneuse, il faut la retirer. Donc on pourra faire à ce moment-là une reconstruction mammaire différée. L'autre cas, en fait, c'est que on va estimer, et ça c'est voilà, c'est chaque chirurgien qui va décider aussi, s'il y a un risque trop important de complications post-opératoires sur une reconstruction mammaire immédiate dans le cadre d'une prise en charge du cancer du sein, surtout quand il y a des traitements par la suite de type chimiothérapie et radiothérapie, parce que quand on va avoir une complication, on va parfois retarder le début des traitements. Et dans ce cas-là, surtout quand on a un sein assez large, du diabète, du tabagisme actif, là, on va estimer que le risque de faire une reconstruction mammaire immédiate sera trop importante et donc on va préférer faire une mastectomie totale simple sans reconstruction et envisager la reconstruction par la suite. Et très je m'en clair, fais plus oui. de questions. C'était ça? Bien sûr, oui, oui. Alors, Voilà. aujourd'hui, c'est vrai que dans l'immense majorité des cas, on peut entrevoir une reconstruction mammaire immédiate. Et on arrive même de temps en temps à faire des pirouettes. C'est-à-dire que le cas idéal, c'est le cas où après la reconstruction, il n'y a pas d'autre traitement. Il faut bien comprendre que le traitement qu'on va vous faire ne doit pas retarder le début des traitements qu'il doit y avoir après, parce qu'il y a une petite perte de chance si ou la chimiothérapie ou la radiothérapie débute trop tardivement parce que ça n'a pas bien cicatrisé. Mais parfois, on peut faire des petites gymnastiques, c'est-à-dire qu'on va retirer la tumeur, réduire le sein, alors qu'il fallait enlever tout le sein, on va attendre avant de l'enlever pour pouvoir faire la chimio et les rayons. Vous voyez, on fait une petite pirouette, entre guillemets, où les traitements arrivent entre la chimio et les rayons pour vous traiter de votre cancer, et où la finalité de l'ablation et de la reconstruction intervient tout à la fin. Donc on a de plus en plus de circonstances aujourd'hui où on peut déjouer un peu la maladie, parce qu'on comprend mieux, parce qu'on parle des progrès de la chirurgie, mais il faut comprendre que l'hormonothérapie, la chimiothérapie, les nouveaux traitements qu'on appelle des thérapies ciblées ou de l'immunothérapie, c'est un peu complexe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça aussi, ça fait beaucoup de progrès. Les rayons aussi ont fait beaucoup de progrès, donc on a beaucoup moins de complications que ce que l'on avait auparavant. Euh, donc là, on a reconstitué la forme, le volume, mais il y a quelque chose de fondamental et qui est peut-être aussi important que le reste, c'est la reconstruction de la rôle et du mamelon. Et là, je vous pose la question à vous trois pour connaître votre avis, votre sentiment, quelles sont les techniques les plus appropriées, ce que vous préférez faire. On va commencer peut-être par Manon. Alors, moi, j'aurais une réponse, mais je pense que je vais laisser Isabelle en parler parce que je pense qu'elle va vouloir en parler. Il y a quand même une technique dont on ne parle pas forcément évidemment en tant que chirurgien parce que c'est pas nous qui la faisons. C'est le tatouage parce que le tatouage, c'est un super moyen pour l'aréole du mamelon. Mais je vais laisser ça à Isabelle parce que je sais qu'elle y tient. Après, effectivement, c'est encore une fois, c'est la même. On va proposer les différentes solutions qui existent. Alors, il y a la reconstruction du mamelon d'un côté et la reconstruction de l'aréole de l'autre. Le mamelon, ça va être de reconstruire un volume. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit on va prendre sur le mamelon controlatéral s'il est suffisamment donneur, s'il est suffisamment volumineux et d'accord qui est sain. Dans ce cas, ça va avoir un aspect de mamelon qui est quand même assez naturel puisqu'il a été pris sur un mamelon préexistant. L'autre technique, c'est de faire un lambeau local où on va replier de la peau sur elle-même. L'avantage, c'est qu'on ne va pas toucher au mamelon controlatéral. On va permettre de reconstruire le mamelon avec des tissus locaux. Mais souvent, cette technique, elle est un petit peu décevante puisque au début, on a un bon volume et qu'il a tendance à s'affaisser un petit peu avec le temps. Donc, il faut bien prévenir les patientes que ça peut être une technique qui va permettre d'avoir une petite cicatrice au niveau du mamelon qui va donner un petit aspect de mamelon et pas un réel volume dans le temps. Et puis pour l'aréole, il y a deux solutions.
qualité, soit la greffe de peau qu'on va prélever plutôt préférentiellement au niveau du cran inguinal ou la face interne de cuisse parce qu'on a une couleur de peau qui est un peu plus foncée, qu'on va greffer au niveau justement de la nouvelle aréole, qui va permettre d'apporter une texture un peu différente, une couleur un peu différente. Et puis toujours cette technique de tatouage a révolutionné la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Et donc, je laisserai Isabelle. Bah, Donc, je ne peux qu'être d'accord avec Manon, c'est-à-dire que pendant des années, je ne sais pas si Benoît et moi, on a un oui. peu plus d'expérience. Pendant des années, on a vu des tatoueuses, enfin des tatouages faits par des médecins ou des infirmières qui, en gros, ressemblaient à un gribouillage uniforme, béjasse, qui virait dans des couleurs, dans des roses et saumonas bizarres, et on était désespérés. Et à côté, on voyait les gens arriver avec des dragons qui bougeaient quand on bougeait le muscle, avec le soleil qui se couchait, etc. Et on se dit, mais c'est pas possible qu'on soit pas capable de recopier une aréole. Et puis le monde du tatouage, des artistes tatoueurs s'en est mêlé, essentiellement grâce à des femmes qui ont eu un cancer du sein elles-mêmes et qui faisaient du tatouage et qui se sont emparées. Et maintenant, je dois dire que les résultats sont absolument bluffants. C'est-à-dire que les aréoles, elles ont l'air d'avoir du relief. Elles font même des mamelons en 3D où de face on s'y trompe. Alors, quand on porte un t-shirt, on peut voir que ça manque pas de relief, mais sur une femme il y a des femmes qui ont des mamelons qui sont très très peu projetés, et le tatouage 3D fait à la fois l'aréole et le mamelon. Si je dois rajouter des techniques pour le mamelon, je pense qu'il est possible d'injecter, de regonfler un peu des mamelons atrophiques en faisant une mini injection d'acide hyaluronique dans le mamelon. Ça permet de corriger et de gonfler un peu des mamelons qui manquent de projection. Il y a aussi une technique qui utilise les petites lèvres pour faire une greffe qui s'aplatit, mais qui peut être gonflée par de l'acide hyaluronique. Et enfin, il y a une technique avec des prothèses d'aréoles et de mamelons qui sont parfois utilisées. Nous, on n'en utilise quasiment pas, mais ça existe, et certains praticiens, je pense que Michael Atlan l'utilise pas mal. Oui, moi c'est vrai que on a de temps en temps des complications et j'ai en mémoire une patiente que j'avais opérée avec des lambeaux, des prothèses, j'avais reconstruit les aréoles et les mamelons des deux côtés, et tout m'était arrivé de ce que vous avez expliqué, c'était trop petit, trop pâle, ça s'était estompé avec le temps, et finalement de sa reconstruction, la dame souffrait énormément du manque de relief sous les vêtements. Et c'est vrai qu'est arrivée cette nouvelle prothèse qu'on appelle le Fix Nip, qui est une petite prothèse en silicone qui se glisse sous la peau et qui, avec des ressorts à l'intérieur, donne une mémoire de forme au mamelon. Et donc j'ai opéré cette patiente pour lui mettre deux petites prothèses. Le résultat esthétique était assez correct, mais c'était pas le résultat le plus accompli que j'aurais pu espérer chez cette femme-là. Et je pense que c'est le moment qui a été le plus important dans sa vie, c'est de pouvoir reporter des soutiens-gorge et des vêtements et d'avoir un petit peu de relief. Mais je partage tout à fait avec toi ton expérience. J'ai fait du gribouillage de tatouage pendant des années parce que c'est ça qu'on nous avait appris, c'était ça qu'on avait à notre disposition. On faisait ça en fin d'intervention. Je ne veux pas dire que c'était bâclé, parce qu'on ne peut pas bâcler une chirurgie, il ne faut pas dire ça. Mais c'était vrai que c'était pas très joli. Aujourd'hui, les tatoueuses qui font de la 3D et du relief font des choses absolument merveilleuses. Kim, ton avis, toi, et tes indications sur la reconstruction d'aréoles et de mamelon? Alors, sur la reconstruction du mamelon, souvent les patientes me demandent quand est-ce que ça va être fait. On fait ça en fin de reconstruction, une fois qu'on a tous les volumes en place, qu'on va pas forcément y toucher par la suite. Parce que si on commence à placer un mamelon en cours de reconstruction, le sein va évoluer différemment dans les années, et puis même selon la symétrisation, surtout du sein contre la terre. Donc on fait ça en fin de reconstruction. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas une grande chirurgie. Hein, c'est comme chez le dentiste, hein, je dirais même. Hein, c'est on vient en consultation au cabinet, on fait la chirurgie, on fait le tatouage et tout ça. Il n'y a pas besoin d'arrêt de travail. L'autre chose, c'est que on a beau faire la petite belle reconstruction sans mamelon, finalement c'est infini. Enfin voilà, c'est une impression de produit pas fini, si je peux me permettre. Ça reste toujours un peu bizarre. On va voir les cicatrices, les petits défauts. Et en fait, finalement, dès qu'on va placer le mamelon, l'œil va se fixer en fait sur ça et ça va un peu gommer, voilà, de façon abstraite, hein, les imperfections
de cette reconstruction et ça permet vraiment de passer un cap en fait pour la patiente. Et même c'est un moment pour elle où elle va se poser, ça va signer la fin de la reconstruction, la fin de la maladie, la fin de tout ce parcours-là. Et c'est quelque chose qui est très très important en fait pour la patiente. Voilà. Je partage entièrement avec toi ton avis. Le cancer, le traitement, la reconstruction, c'est vraiment un marathon pour toutes ces patientes et que souvent sur la ligne d'arrivée, on s'effondre et il faut vraiment trouver les ressources, l'énergie et le courage parce que nos patientes nous disent souvent, écoutez, vous êtes gentil docteur, là j'en ai marre, j'en peux plus, je peux déjà m'habiller, me mettre en soutien-gorge, en maillot de bain, c'est beaucoup et je suis contente. Ouais. Et l'aréole n'arrive pas forcément toujours à ce qu'on aimerait pouvoir faire avec nos patientes. Voilà, on va bientôt conclure. Je vais vous laisser un petit temps de parole d'une demi-minute à peu près pour à chacune, et puis je conclurai à la fin. Le message que vous auriez envie de faire passer aux patientes sur cette journée. Donc c'est le mois d'octobre rose et du dépistage. Aujourd'hui spécifiquement, le bradé, sa reconstruction. On va commencer par Manon, si tu avais une petite conclusion à donner ou des conseils à nos patientes. Bah, c'est d'en parler le plus possible autour de vous, parce que je pense qu'il y a trop peu de personnes qui sont au courant de ce qui existe en reconstruction, et pourtant il y a beaucoup de patientes qui sont concernées par le cancer du sein ou qui seront concernées par le cancer du sein dans leur vie. Donc parlez-en, parlez de la reconstruction mammaire, n'hésitez pas à vous informer et à vous tourner vers les chirurgiens qui sont là également pour vous informer et vous apporter les solutions les plus adaptées possibles. Merci, maman. Isabelle, dis-nous. Je voulais juste dire deux mots. D'abord, je voudrais remercier les médias qui nous ont très gentiment et beaucoup aidés à parler de reconstruction. Et comme c'est de l'information, c'était fondamental pour nous. Je voudrais remercier l'attachée de presse Cécile Laligan qui a été absolument exceptionnelle. Je voudrais remercier Hugo qui nous a aidés pour la technique parce que quand même on est des boomers, en tout cas Benoît, moi, Laurent, Michael, etc. Moi aussi. Donc s'il ne nous avait pas installé, mis derrière un téléphone, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Et je voudrais demander que vous vous abonniez au compte Insta Bradet, parce qu'on a été obligé d'émettre à partir du compte de l'Institut du Sein, parce qu'il faut plus 1000 abonnés pour émettre à partir d'un compte, et qu'il n'y avait pas 1000 abonnés sur le Bradet. À part ça, merci à tous et à tous les chirurgiens surtout qui ont accepté d'être ensemble, public, privé, jeunes, vieux, tout ce que vous voulez, pour aider à diffuser cette information. Kim, tu veux dire un mot Ouais. rapide? Ça marche. Bah, effectivement, ce qui est le plus important, et je pense que bon là c'est octobre rose, mais il faut en parler aussi toute l'année, hein, c'est vraiment l'information des patientes. Il faut prendre son temps, il faut qu'elles prennent leur temps pour bien prendre une décision. Et aussi, je vous conseillerais aussi de voilà de prendre l'avis d'équipes spécialisées, parce que finalement en tant que chirurgien, on propose que ce qu'on sait faire. Il faut aller dans des équipes hyper spécialisées en reconstruction mammaire pour avoir la possibilité d'avoir accès à toutes ces techniques de reconstruction mammaire. Voilà. Merci Kim. Bon voilà, moi c'est c'est moi qui parle en dernier. Je vais pouvoir remercier une nouvelle fois Isabelle parce que elle a remercié ceux qui l'ont aidée, mais celle qui a fait le plus gros travail, c'est quand même elle. Et elle est à l'initiative de tout ça. J'aime beaucoup ta conclusion Kim en disant que finalement Octobre Rose c'est toute l'année et le Bradé aussi c'est toute l'année. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une belle énergie, une belle force. C'est une noble cause, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, on est très fiers de porter cette parole. Et c'est vrai que la plus belle satisfaction qu'on ait, c'est quand nos patientes reviennent nous voir et qu'elles ont de très beaux seins et on est tellement contente pour elles que ça nous fait plaisir. Voilà, donc je crois on va conclure, on va s'arrêter. Dans le cadre de Octobre Rose et du Bradet, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous de consultation à distance sans dépassement d'honoraires. On fait ça pendant Octobre Rose pour le Bradet pour essayer de livrer de l'information pour le coup un petit peu plus individuel. Et sachez que tout autant que vous êtes, vous avez la possibilité à côté de chez vous ou par téléconsultation d'avoir un avis dans le CHU à côté de chez vous ou dans un cabinet avec des plasticiens qui font de la reconstruction, à l'Institut du Sein ou ailleurs aussi. Voilà. Écoutez, merci, au revoir, bravo à tout le monde et on va se dire à l'année prochaine parce que l'année prochaine il y aura aussi un Bradet. Voilà. Au revoir. À Au l'année Au revoir. revoir, merci beaucoup. Je sais pas.